Bonjour tout le monde, bonjour honorable assistance. Alors, je tiens tout d'abord à remercier professeur Belkhader et toute son équipe pour l'invitation qui m'a été donnée. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui concerne le diabète et le déficit pancréatique exocrine. Ça peut être intriguant comme sujet, mais comme vous allez le voir, très intéressant. Alors, le pancréas, c'est cet organe qu'on a au niveau épigastrique, au niveau postérieur. Il est fait schématiquement de cellules exocrines, ce sont les acinies, c'est ce qu'on voit ici. Et à l'intérieur, il y a aussi des cellules endocrines qui sécrètent de l'insuline, du glucagon et de la somatostatine. Ça, c'est une représentation qui est schématique. Quand on voit une coupe histologique, on se rend compte qu'en fait, la majorité du pancréas, à peu près 90% de cellules, ce sont des cellules exocrines. Et les cellules endocrines ne représentent seulement qu'1% du pancréas. Alors, quand on voit ceci, on comprend facilement comment il peut y avoir une interaction entre les deux et comment une maladie du pancréas exocrine peut atteindre le pancréas endocrine. Alors, cela a été un petit peu étudié. On voit cette étude, ça c'est une étude allemande. Ils ont étudié les pancréas de patients qui ont une maladie du pancréas exocrine. C'est la pancréatite chronique. La pancréatite chronique, elle est due au tabac, à l'alcool et parfois à des causes génétiques. Alors, ils ont trouvé que les patients qui ont une pancréatite chronique avaient moins d'îlots de Langerhans que par rapport au groupe contrôle ou à ceux qui n'avaient pas de maladie du pancréas. Alors, non seulement ils avaient moins d'îlots, mais ils avaient aussi moins de cellules bêta. Alors oui, on a moins de cellules et moins d'îlots, mais pas seulement. Ces îlots sécrètent moins d'insuline. C'est schématisé dans cette étude. C'est une étude indienne. Ils ont comparé la sécrétion d'insuline après stimulation par du glucose de personnes qui avaient une pancréatite chronique avancée et des gens contrôle. Alors, ceux qui ont une pancréatite chronique avancée sécrètent 47% de moins d'insuline que les sujets normaux. Alors, tout ça, ça porte un nom. Quand on voit la classification de diabète de l'Association américaine de diabétologie, on voit qu'on a le diabète de type 1 qui est dû à des causes auto-immunes, le diabète de type 2 qui est lié à l'insulinorésistance et au syndrome métabolique, mais on a aussi d'autres causes de diabète. Et parmi eux, ce sont les diabètes qui sont induits par des maladies du pancréas exocrine. C'est ce qu'on appelle le diabète de type 3C ou diabète pancréatoprime ou diabète pancréatique. Alors, quelles sont les pathologies du pancréas exocrine qui peuvent nous donner ce genre de atteinte endocrine? Ben, on a les pancréatites aiguës, on peut faire un diabète après des pancréatites aiguës. On a la pancréatite chronique calcifiante, comme on a vu dans les études précédentes. La cystique fibrosis, c'est la mucoviscidose. L'hémochromatose, qui est une maladie génétique, les adénocarcinomes du pancréas et bien sûr les causes iatrogènes. Quand on enlève le pancréas pour une pancréatite chronique ou pour un cancer du pancréas, ben on a aussi bien une insuffisance pancréatique exocrine qu'une insuffisance pancréatique endocrine. Alors, est-ce que c'est fréquent? C'est la question qu'on doit se poser. Je réponds à cette question par cette étude allemande où ils ont revu les dossiers de 1800 patients diabétiques qui ont été hospitalisés et ils se sont rendus compte que 9% des patients diabétiques qui étaient hospitalisés chez eux étaient des diabétiques de type 3C. Alors, bien sûr, l'épidémiologie, elle va varier selon les pays. Malheureusement, on n'a pas de données concernant le Maroc. On pourrait s'attendre à avoir moins de pancréas de type 3C parce qu'on a moins de pancréatite chronique, notamment parce que l'épidémiologie est différente. Mais voilà, il faut savoir que ce n'est pas rare et que, par exemple, en Allemagne, c'est un patient sur 10. Un patient diabétique sur 10 est un patient qui a un diabète de type 3C. Alors, ce qui est important, ce qui est le plus important dans cette étude, c'est qu'ils se sont rendus compte
que près de la moitié de ces patients étaient mal diagnostiqués. Ce sont des patients qui ont été pris pour des malades qui ont un diabète de type 2, alors que c'était un diabète de type 3C. Ça reste mal connu et mal diagnostiqué. Alors, comment on fait le diagnostic? Comment on se dit que ça, c'est un diabète de type 3C? Ben, quand c'est des patients qui ont une maladie du pancréas exocrine, alors il y a des critères qui ont été décrits par Ewald en 2013. Ça a été publié dans le Journal of Internal Medicine. Les critères principaux, c'est d'avoir une insuffisance pancréatique exocrine, d'avoir une imagerie qui est en faveur d'une atteinte et d'une maladie du pancréas exocrine et l'absence de marqueurs auto-immuns qu'on retrouve au cours du diabète de type 1. Ça, ce sont les principaux critères. Il faut avoir ces trois critères pour pouvoir rattacher le diabète et dire que c'est un diabète de type 3C. Alors, quelle est la prise en charge? Il n'y a pas de recommandation officielle, il n'y a que des avis d'experts. Les avis d'experts, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que quand c'est un diabète qui est débutant, quand l'hyperglycémie elle est légère, il vaut mieux utiliser la metformine parce qu'elle a aussi un effet protecteur contre le cancer du pancréas. Et on sait que la pancréatite chronique est un état précancéreux. Alors, quand c'est un diabète plus avancé, ben, c'est l'insulinothérapie. Pour les patients qui vont subir une pancréatectomie, on peut envisager une autotransplantation d'îlot. Cela permet parfois de baisser la demande en insuline après chirurgie ou parfois même de ne pas avoir recours à l'insuline. Pour les analogues de GLP-1 et les inhibiteurs d'ADPP4, ben, en général, actuellement, ils sont évités parce qu'on sait qu'il y a un potentiel effet où ça peut causer des pancréatites aiguës ou favoriser un petit peu le développement d'adénocarcinome du pancréas. Les seules recommandations qu'on a, qui sont publiées par l'Association américaine de diabétologie, concernent la mucoviscidose. Alors, pour la mucoviscidose, il faut dépister le diabète dès l'âge de 10 ans, de préférence par des tests d'hyperglycémie provoqués par voie orale, au lieu de l'hémoglobine glyquée qui n'est pas fiable chez ces patients-là. Et le traitement se fait à base d'insulinothérapie. Donc là, on a vu comment une maladie du pancréas exocrine peut atteindre le pancréas endocrine. Là, maintenant, on va voir le contraire. Comment une maladie, comment le diabète peut atteindre le pancréas exocrine. Cette étude qui a été publiée dans Pancréatologie, associée à une revue de la littérature, elle nous montre que à peu près entre 5% et jusqu'à 50% des patients diabétiques ont une insuffisance pancréatique exocrine. Alors vous allez me dire, c'est large comme intervalle, 5-50%. Oui, cela dépend des critères de diagnostic utilisés par ces études. Est-ce que c'est des critères plutôt larges ou plutôt restrictifs? Mais en général, la plupart des études trouvent une prévalence entre 20 et 30%, ce qui est énorme. Pourquoi on a cette insuffisance pancréatique exocrine et est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, il y a cette étude saoudienne qui a étudié le volume des pancréas des patients diabétiques par rapport aux patients non diabétiques. Et ils se sont rendus compte qu'à l'échographie, les pancréas des patients diabétiques étaient beaucoup plus petits que les pancréas des patients non diabétiques. Alors, ils avaient pris 50 patients par rapport à 50 contrôles. On voit que le pancréas des patients qui ont un diabète de type 1 est plus petit que celui des diabétiques de type 2 et encore plus petit que celui des des non diabétiques. Cela est confirmé par une autre étude qui est similaire, mais qui a utilisé une autre modalité, notamment le scanner. On voit en haut à gauche le pancréas d'un sujet normal. Et là, à droite et en bas, on voit que le pancréas des patients qui sont diabétiques, il est atrophié. On voit une atrophie, une baisse du volume de ces pancréas. Alors, non seulement on a une baisse du volume, mais on a aussi une baisse du poids.
Cette étude, elle nous montre qu'ils ont pesé le poids de pancréas de donneurs qui ont donné leur corps pour la science et 216 pancréas. On voit que les non diabétiques ont un pancréas qui est plus grand et plus lourd que ceux des diabétiques. Les patients qui ont un diabète de type 1 ont un pancréas de moitié moins lourd que ceux des patients non diabétiques, des personnes non diabétiques. C'est confirmé par cette étude de professeur Largère, qui est le chef de service d'endocrinologie de l'hôpital Cochin. On voit que le pancréas de sujets non diabétiques, en moyenne, pèse 74 grammes, contre 39 grammes pour les patients diabétiques. C'est une différence qui est statistiquement significative. Alors, pourquoi? Dans cette revue de la littérature, on essaie de répondre à cette question. On dit qu'il y a un changement de morphologie, un teinte morphologique du pancréas, il y a plus de fibrose, il y a plus de stéatose liée notamment au syndrome métabolique. Il y a probablement une cause auto-immune, notamment chez les patients qui ont un diabète de type 1. Et aussi, on sait que l'insuline a un effet trophique aussi sur les cellules exocrines, que l'insuline participe au développement du pancréas exocrine. Et donc, quand on a une insulinopénie, quand on n'a pas beaucoup de sécrétion d'insuline, on a un manque de développement du pancréas exocrine. C'est confirmé par cette étude. Cette étude, elle nous dit qu'ils ont dosé la présence d'anticorps dirigés contre les cellules exocrines chez des patients diabétiques de type 1, des patients diabétiques de type 2 et sujets contrôle. Alors, cette barre, c'est la barre de positivité. En dessous, c'est négatif. En dessus, c'est positif. On s'est rendu compte qu'à peu près 77% des patients qui ont un diabète de type 1 ont des anticorps dirigés contre les cellules du pancréas exocrine. Ça, c'est une image d'histologie où on retient une coloration pour les cellules lymphocytaires. On voit en marron, c'est des cellules lymphocytaires, c'est une infiltration par des cellules lymphocytaires au niveau du pancréas exocrine. À gauche, on voit une coupe histologique d'un pancréas qui est normal. Avec un petit peu en clair ici, ce sont les îlots de Langerhans et tout autour, c'est un pancréas exocrine normal. Alors, on compare avec un pancréas d'un patient qui est diabétique et on voit une infiltration par de la stéatose. Les gouttelettes blanches, c'est des gouttelettes de lipides. On voit la différence. Il y a une infiltration par de la stéatose. Là, c'est un patient qui a un diabète de type 1. Là aussi, on voit la stéatose. Vous voyez la comparaison entre les deux? Et là, on voit ces travées. On voit que ce pancréas d'un patient qui a un diabète de type 2, il est mutilé par de la fibrose. Vous voyez les travées là en rose, c'est de la fibrose. Alors, comment on fait le diagnostic d'insuffisance pancréatique exocrine? D'abord, il est clinique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'insuffisance pancréatique exocrine, elle est longtemps asymptomatique. Elle ne devient symptomatique qu'une fois qu'on a une baisse de la fonction à moins de 10%. Qu'est-ce qu'on aura comme symptôme? On aura de la stéatorée. On aura des troubles digestifs. Et à un stade ultime, des complications liées à la malabsorption, notamment la dénutrition, la sarcopénie et l'ostéoporose. Le diagnostic de l'insuffisance pancréatique, il est fait par le dosage de l'élastase fécale. L'élastase fécale, c'est une protéase pancréatique qui est sécrétée par le pancréas qui n'est pas réabsorbée par le tube digestif. On dose l'élastase dans les selles. Quand elle est inférieure à 100, ça a une valeur prédictive positive. Quand elle est supérieure à 200, on peut éliminer l'insuffisance pancréatique exocrine. Les autres tests ont été abandonnés parce qu'ils sont un petit peu invasifs. Donc, le diagnostic, il est fait sur des éléments cliniques, biologiques et les résultats des tests fécaux. Le traitement, il est à base d'extrait pancréatique et la supplémentation vitaminique ou protidique en cas de carence. Alors, pourquoi la supplémentation en extrait pancréatique est importante? On s'est rendu compte que dans cette étude,
On a pris des patients qui avaient un diabète et l'insuffisance pancréatique exocrine et on s'est rendu compte que avant de leur donner les extraits pancréatiques, ben, on avait des chiffres en glycémie et en hémoglobine glycée qui étaient un petit peu élevés. Et après un certain temps d'extrait pancréatique, ben, on a vu qu'il y avait une amélioration de la glycémie postprandiale et de l'hémoglobine glycée. Comment expliquer cela? Ben, on pense que les extraits pancréatiques stimulent la sécrétion par les entérocytes des incrétines. Et c'est schématisé par cette étude où on voit que les patients qui sont sous supplémentation ont une glycémie postprandiale qui est intermédiaire entre les placebos qui sont diabétiques et les personnes qui sont saines, qui ne sont pas diabétiques. Et tout ça est dû à une sécrétion plus importante en incrétine que chez les sujets diabétiques qui n'ont pas de supplémentation en extrait pancréatique. Donc, alors, pour conclure, il existe une interaction importante entre le pancréas endocrine et le pancréas exocrine. Il faut rechercher cette insuffisance pancréatique exocrine quand on a des troubles digestifs et des signes de malabsorption. Le diagnostic se fait par le dosage de la SAS fécale en se basant aussi sur la présence de carences vitaminiques et en minéraux. Et le traitement, il se fait par l'extrait pancréatique, les extraits pancréatiques. Alors, je vous remercie et je suis à votre disposition pour des questions. Merci.